vous aviez été le candidat président de la République, bien que vous aviez retiré votre candidature avant parce que vous aviez vu déjà comment était le chaos à venir. Et aujourd'hui, nous avions déjà le président tant attendu, mais malheureusement, le gouvernement qui traîne encore. Vous avez donné vos opinions le mois passé par rapport au chaos que vous avez déjà annoncé avant de retirer votre candidature. Et comment est-ce que vous voyez déjà le gouvernement à venir dans les 5 ans que nous l'avons accordé, nous étant qu'électeurs? D'abord, je vous remercie de m'avoir ici. Et je vais préciser une chose que vous venez de souligner. J'étais l'un des candidats à l'élection présidentielle, mais à un moment donné, je me suis rétracté. J'ai fait presque tout le parcours. Et puis, je me suis rétracté, donc j'avais immolé mes ambitions présidentielles, tout simplement parce que avoir la façon dont la CENI pilotait des mèches avec l'ancien chef de l'État, ces processus, il y avait des inquiétudes. C'est pourquoi nous nous sommes rétractés. Quand je dis nous, c'est moi ainsi que tous les candidats que mon parti avait alignés aux différentes sphères électorales. Encore une fois, tout cela appartient au passé, mais notez quand même que l'élection, ou plutôt les élections, sont faites pour apporter la paix et la quiétude. Mais ce qui n'a pas été le cas, nous avions dénoncé le caractère vicieux des élections, parce que en même temps, les élections constituent une base de la démocratie, ce qui n'a pas été le cas dans notre pays. La suite, ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, fait suite à cet état de fait. Bon, maintenant, tout cela est derrière nous. Nous avons un chef de l'État et aujourd'hui, on attend le gouvernement et puis on attend à ce que toutes les institutions se mettent en place. C'est un processus. Et je ne suis pas fataliste et je ne saurais pas vous dire que ça va marcher ou pas. Et savoir ce qui va se passer d'ici 5 ans, c'est difficile. Mais ce que nous savons, c'est que la Kabylie a semé une mauvaise graine dans notre démocratie. Donc il faut s'attendre à beaucoup de désagréments. Mais encore une fois, le peuple congolais doit s'élever et faire en sorte que nous puissions réellement recouvrer notre souveraineté afin de pouvoir nous atteler à la reconstruction du pays par la suite. Et voilà ce que je peux vous dire en un mot. Les élections sénatoriales venaient de passer, dont on a crié sur la corruption. Il y a eu une réunion qui a été organisée sous le haut patronage du nouveau président, Félix Tshisekedi. Est-ce que c'était vraiment le moment d'organiser cette réunion étant que maître avocat? Et cette réunion peut vraiment résoudre les problèmes de la corruption parce que les élections qui ont été suspendues aussi reportées de gouverneur dans 10 ou 15 jours, on aura ces élections-là. Bon, c'est triste, hein? Le chef de l'État a hérité d'une situation compliquée. D'abord, il est pénalisé dans sa marche par ces fameux accords dont lui-même avait fait mention lors de son discours en Namibie. Donc cet accord qu'il est lié avec la Kabylie, dont nous ne connaissons pas la teneur, mais nous voyons les méfaits et les conséquences. Ça veut dire que le chef de l'État a hérité d'une très mauvaise situation. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est voulu par la Kabylie qui ne veut pas lâcher le pouvoir, tout simplement. Parce que nous n'avons pas combattu pour rien, nous avons combattu pour nous débarrasser des antivaleurs. Les antivaleurs, c'est d'abord un système qui est incarné par des individus. Et ces individus-là sont revenus à la surface avec le même système. Imaginez-vous, lorsqu'un sénateur, au lieu de se faire élire, mais il se fait désigner parce que la corruption est passée par là. C'est immoral. Donc, je soutiens la démarche du chef de l'État qui relève d'une jurisprudence. Ça n'a rien forcément de politique. Ça relève d'une jurisprudence parce que lorsque vous
vous revisitez la Constitution, vous voyez l'article 69 de notre Constitution, vous verrez que le chef de l'État est le garant de la bonne marche du pays, des institutions, tout cela. Il est en même temps l'arbitre, donc il a fait jouer tout cela. Et puis la suite, il faut savoir que nous sommes un pays sinistré, tout est sinistré. Donc tout lui tombe sur la tête à la fois. Mais l'essentiel, c'est que les Congolais doivent prendre conscience et se dire qu'on ne bâtit pas un pays de manière solitaire. C'est une démarche collective. Il faut que tous nous puissions nous y mettre, que nous puissions réfléchir ensemble. Donc le président joue le rôle de coordonnateur. Il coordonne nos intelligences, nos énergies, et c'est ce qui est important. Il faudrait que chaque Congolais puisse le prendre ainsi. Qu'on ne dise pas que le chef d'État vient avec toutes les solutions, ça n'arrivera jamais. Fallait commencer par la CENI pour identifier les corrupteurs, ou bien fallait seulement sanctionner les sénateurs qui ont corrompu les gens pour leur donner de voix? Mais je l'ai toujours dit et répété, la CENI a cessé d'être une institution d'appui à la démocratie. Elle est devenue malheureusement une association de malfaiteurs. Et c'est ça, c'est la conséquence est là. Nous sommes dans tel pays cash. Et ce fait-là, donc je ne sais pas s'il faut... Quand vous parlez de la CENI, j'ai dit il faut des réformes. Il faut que les têtes tombent, à commencer par Nanga lui-même. Il doit partir, et lui et tout son staff. Il faut réformer la CENI. Il y a des gens valables que Malou Malou a formés. Ces gens-là, sont dans la surface. Il faut trouver des gens qui ont incarné les valeurs qu'incarnait Malou Malou D. Je parle de Malou Malou D. Et puis on ne l'a pas laissé terminer son travail. Ces gens-là se sont rétractés. Ils étaient au sein de la CENI, mais ils n'ont pas vu que ça ne marchait pas. Ils sont partis d'eux-mêmes parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec ça. Ces gens-là, aujourd'hui, nous avons besoin d'eux. On peut les trouver. Ils sont là. Donc la CENI, il ne faut même pas faire mention à la CENI. Elle peut continuer avec son processus, mais les Congolais ne lui feront jamais confiance et n'attendons rien de bon de la part de la CENI. Aujourd'hui, les élections de gouverneurs doivent être organisées à très bientôt. Il a fallu attendre, soit il a fallu trouver d'autres manières pour coincer la CENI, afin qu'on puisse avoir la vérité surtout des élections de gouverneurs, parce que sinon on risque encore de crier à la corruption. Oui, il faut prendre les choses dans un bon bout. La CENI, avec son calendrier de rafistolage, elle essaie de recoller les morceaux, et puis c'est terrible. Vous avez une institution qui vous a dit que nous attendions 38 millions d'électeurs, et puis finish, nous avons vu que 18 millions à peu près, 47%. Donc même les électeurs ne nous font plus confiance, parce qu'elle-même a exclu certains. Nous avons l'histoire de Yumbi, de Beni. Non, tout ça c'est compliqué. On ne peut pas bâtir le Congo dans ces conditions. Laissons faire les chefs de l'État qu'ils prennent ses responsabilités constitutionnelles, ses responsabilités régaliennes, et nous allons l'y accompagner. Mais la CENI, il faut autre chose, il faut une nouvelle configuration. Sans cela, nous risquons de tourner en rond. Les élections de Beni, Yumbi et Butembo, dont déjà les Yumbi que nous avions entendu hier, le ministre intérimaire de l'Intérieur a déjà évoqué un report pour les élections de Yumbi. Est-ce que ça peut porter aussi préjudice au niveau des élections de ces 4 circonscriptions? Mais c'est la série noire qui continue. On ne sait pas quand est-ce qu'elle va s'arrêter. Donc on ne joue pas, on ne peut pas jouer, on ne peut pas se permettre de jouer avec la vie de toute une nation. C'est pourquoi je dis qu'il faut qu'il y ait de vraies réformes au sein de la CENI. Vous voyez, nous vivons dans une société où les valeurs ont été inversées, parce que nous parlons souvent de l'inversion des valeurs, mais ce n'est pas un slogan, c'est une réalité. Alors il faut faire en sorte que ces valeurs qui ont été restaurées partout, dans toutes les sphères de la société, il faut les restaurer. Parce qu'on ne peut pas construire l'homme congolais, et on ne peut pas construire le pays avant qu'on puisse
reconstruire l'homme congolais qui est complètement tordu. Il faut commencer par là. Donc il y a un travail à faire là-dessus. Donc j'ai dit, concernant la CENI, c'est vraiment une suite de la série noire. Donc il faut qu'on arrête avec cela. Maintenant, le social plutôt, les Congolais confondent, ils disent que le social ne pas commencer par construire des routes, il a fallu commencer par s'occuper de vendre des gens. Vous pouvez au moins expliquer à la population qui vous regarde, qui vous écoute à la radio aussi, de ce qui concerne, c'est quoi vraiment le social. Vous savez, je l'ai dit, reconstruire le pays ou bâtir un pays, ce n'est pas l'histoire d'un individu. On vit en politique, parce que la politique c'est un engagement, on vit avec un projet de société, une vision. Moi j'en ai une. Et je voulais l'appliquer au cas où je serais élu. Mais je n'ai pas participé aux élections. Mais néanmoins, je reste à la disposition de la République. S'il m'était donné d'apporter ma part de contribution, moi je commencerai d'abord par donner du travail aux Congolais. Parce que le social passe par le travail. C'est le travail qui procure l'autonomie à chaque citoyen. Parce que le social, ce n'est pas seulement donner l'argent, distribuer l'argent, des médicaments à manger. Non. Le social, c'est donner du travail aux Congolais. Parce que les Congolais, c'est un peuple entreprenant. Il faut remettre les Congolais au travail. Vous voyez, les deux régimes qui se sont succédés, surtout le régime Kabila, a détruit notre outil de production. Donc, les Congolais ne savent plus par où passer pour aller travailler. Il n'y a plus de travail. Il suffit de remettre les Congolais au travail. Ça se fait graduellement. Il faudrait que les chefs de l'État, si j'ai un conseil à lui donner, ce n'est même pas un conseil parce que c'est une histoire qui concerne tous les Congolais. Nous sommes prêts à nous y atteler. Il faut commencer par donner du travail aux Congolais. Et c'est de cette façon-là qu'on pourra améliorer les sociales du Congolais. Bon, les routes font partie de ceci parce qu'il faut évacuer les matières premières, tout ça, les denrées alimentaires. Mais d'abord, l'homme doit travailler. C'est par le fruit de son travail que l'homme, de manière personnelle, autonome, pourra assurer son bien-être social d'un point de vue individuel. Et puis après, l'État vient avec ce qu'on appelle sur le plan social, une couverture sociale. Vous voyez? Donc l'État vient après avec tout ce qu'on appelle couverture sociale. Mais il faut que les Congolais puissent se remettre au travail. C'est cela. La toute dernière question est celle-ci. Pour sauver les élections à venir, donc de 2023, quelles seraient ou bien quelles seront les mesures prises par les gouvernements actuels afin qu'on ne puisse plus avoir de conflits comme ces élections nous ont apporté des conflits et des divisions? D'abord, avant de voir 2023, il faut considérer ce qui se passe aujourd'hui, ce qui peut se passer demain. Demain, vous savez qu'aujourd'hui, on n'a même pas encore un gouvernement. C'est déjà un problème. Il nous faudrait avoir un gouvernement, il faudrait tracer une ligne de conduite et définir le programme gouvernemental. C'est pas compliqué parce que nous ne sommes pas une démocratie type sénégalaise ou ivoirienne où vous avez quand même la situation, lorsqu'un chef d'État arrive, il ne reprend pas la situation en dessous des zéros, mais il reprend quand même à un certain niveau. Chez nous, tout est à reconstruire, donc c'est beaucoup plus facile de faire les choses parce que les dégâts sont visibles. Alors, penser aux élections de 2023, ce serait mettre la charrue devant le bœuf. Contentons-nous d'abord de ce qui se passe aujourd'hui. Après, quand on aura rehaussé la situation, stabilisé la situation, on pourra alors voir petit à petit s'inspirer des erreurs du passé. Je parle en termes des élections. C'est-à-dire placer les hommes capables, d'abord à la CENI, qui est une institution d'appui à la démocratie, des hommes crédibles, des hommes
qui puisse respecter le code d'éthique. Ce qui n'a pas été le cas avec Corneille Nangaa, qui était sous la botte ou dans la botte des chefs de l'État. Joseph, chef de l'État sortant. Donc voilà un peu. Donc mettons d'abord 2023 de côté. Voyons ce que nous pouvons faire d'ici là. Parce que nous sommes embarqués, si vous voulez, je vous donne un exemple, c'est comme si on était embarqué dans un navire qui a des problèmes. Alors avant de penser au point d'arrivée, il faut d'abord penser au port d'approche, le prochain. Est-ce qu'on arrive dans les bonnes conditions? Qu'est-ce qu'il faut faire? Tout cela, c'est un peu cela. Mettons 2023 de côté. Nous avons beaucoup de priorités. Pensons plutôt à cette série de priorités que nous avons. On avait déjà fini, mais il y a une question qui m'est venue. Je ne pouvais pas au moins laisser passer cela. Oui. Est-ce que le gouvernement de Joseph Kabila a travaillé avec l'armée? Donc l'armée était sous ordre du président de la République. Est-ce qu'avec le nouveau gouvernement, on pouvait séparer l'armée et le gouvernement ainsi que la CENI, afin que l'armée puisse devenir l'institution indépendante qui ne sont pas gérées par le gouvernement ainsi que la CENI? Est-il possible? Vous me poussez d'aller très loin avec cette question, parce que je vais vous faire une confidence. Je sors d'une même école que l'actuel chef de l'État, l'école IDPS. J'étais dans l'IDPS, 25 ans dans l'IDPS. J'étais l'un des cadres, l'un des proches du défunt Étienne Tshisekedi, paix à son âme. Et à ce titre, j'ai collaboré directement avec l'actuel chef de l'État, son Excellence, M. Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Je connais ce qu'on a appris dans cette école-là. Dans cette école, on a appris à respecter la Constitution et les lois de la République. Alors je vois mal comment les chefs de l'État, une fois élus, puissent faire le contraire de ce qu'on a appris, qui nous dit la Constitution par rapport à cette question. Donc, les institutions dans notre pays fonctionnent de manière autonome. Mais on établit une collaboration entre l'armée, la police, entre l'armée, les gouvernements, tout cela. Mais, sincèrement, nous avons eu des régimes qui se sont succédés, où tout cela a été mélangé. Et les chefs de l'État, les deux chefs d'État sortants, Mobutu et Kabila, n'ont jamais compris que lorsqu'on est commandant suprême des armées, cela ne veut pas dire que cette armée vous appartient. Mais c'est ce qu'ils ont fait. Ils se sont accaparés respectivement de l'armée, de la police, des services de sécurité. Parce que traditionnellement, les services de renseignement sont gérés par les ministres de l'Intérieur. Mais à l'époque de Kabila, les services de renseignement étaient gérés par lui-même. L'armée sous sa botte, la police sous sa botte. Il n'hésitait pas même à prendre les éléments de l'armée, les affecter à la police. Et c'est pourquoi on pensait pouvoir avoir affaire à une police qui avait la gâchette facile. Non. C'était les armées, les éléments de l'armée qu'on retrouvait dans la police. Donc, vous voyez tout ça, ce mélange-là, c'est un mélange explosif qui a fait qu'aujourd'hui nous puissions en arriver là. Alors, je pense que les chefs de l'État, Tshisekedi, qui est respectueux de la Constitution et des lois de la République, fera en sorte que les motifs même de notre combat ne soient pas trahis. C'est un homme politique qui pose des actes, qui aura posé des actes également à l'avenir, mais qui saura les assumer. Moi, j'ai dit, je m'exprime en fonction de ce que je sais de lui. Mais après, tout dépendra de la façon dont il va diriger le pays. Parce que nous n'avons pas combattu des hommes, nous avons combattu des systèmes. Même si aujourd'hui les anges du ciel descendaient ici pour venir appliquer le même système que Kabila et Mobutu ont appliqué, nous allons le combattre. Ce n'est pas parce qu'ils viennent du ciel que nous allons dire que bon, vous venez du ciel, on vous accepte, mais si vous faites, vous pratiquez la dictature,
la barbarie, l'arbitraire, nous allons vous combattre, quelle que soit votre origine. Donc aujourd'hui, nous savons que nous avons un homme qui est respectueux des institutions et de l'ordre de la République, ben nous le soutenons. Mais ce soutien-là est conditionné. Il doit respecter la Constitution et le loi de la République. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup. Nous vous remercions d'avoir répondu à toutes nos questions. C'est moi qui vous remercie, monsieur le journaliste.